Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. J'allais dire, notre invité, c'est une... pas chasseuse de dragons parce que c'est pas le bon mot, mais les dragons, c'est quelque chose qu'elle connaît bien. Bonsoir, Daisy. J'allais dire Daisy Jose. Daisy de Palmas-Jose, bonsoir. Bonsoir. Là, j'allais dire, les dragons, c'est un monde à part, mais c'est un monde dans lequel vous êtes à l'aise. C'est sûr, j'étudie les dragons, je les queste. Hein, ces dragons, depuis qu'ils m'ont choisi, hein, ce n'est pas moi qui suis allée vers eux. Un jour, j'ai eu brusquement un dragon en face de moi qui m'a dit « Maintenant, tu étudies les dragons ». Ok, je me suis mise et j'espère ne pas les décevoir en travaillant quand même assez dur. J'ai fait une thèse de doctorat sur les dragons. Et j'ai fait à l'université de La Réunion. Moi, je suis un pays, enfin, made in Réunion entière. Je suis née à Saint-Denis, parce qu'à l'époque, à Saint-André, mes parents habitaient à Saint-Denis. Mais après, j'ai grandi à Saint-André. Je suis allée au collège, au lycée à Saint-Benoît, parce qu'on n'avait pas encore de lycée à Saint-André. Et après, j'ai commencé mes études à Saint-Denis, quand c'était encore l'avenue de la Victoire, là-bas, côté de la cathédrale. Et quand ça s'est ouvert de l'autre côté, le bâtiment tout neuf, j'ai dit là, je reprends mes études et c'est là que je suis partie faire mon travail sur les dragons. Elle a juste pour essayer de trouver une posture assez précise, qu'est-ce que ça représente pour vous, ces dragons? Alors les dragons, c'est toute l'humanité. C'est tous les rêves. Les rêves de puissance, les rêves de gloire, les rêves de force, les rêves de l'homme. Depuis que l'homme existe, il a toujours eu besoin de mettre quelqu'un... Bon, bien sûr, il y a eu un dieu, mais le dragon, c'était quelque chose de plus concret et plus féroce. Parce qu'un dieu, c'est sûr qu'on a Dieu avec soi, on a en soi, mais on n'arrive pas à le sortir. Tandis que le dragon, on peut le mettre en face de soi, on peut le combattre. Ce qu'on ne ferait jamais avec un dieu. Et c'est... Je veux dire, la posture du dragon est tellement importante dans l'histoire de l'humanité. Un dragon, on le retrouve dans toutes les mythologies. Partout, partout sur la Terre. Toutes les portes que j'ai ouvertes depuis bien avant le Moyen-Âge, hein, on a des photos de dragons. Que ce soit en alchimie, que ce soit en médecine, j'allais dire, que partout. On a des... Et le dragon... Depuis le XXe siècle, depuis Tolkien, il est revenu en force. Et on se demande même pourquoi. C'est un besoin. Et forcément, il correspond à un besoin. Oui, et c'est vrai. Ça c'est une réalité. Ce que vous voulez dire, c'est ça correspond à un besoin. Le dragon, c'est aussi bien le bien que le mal. Oui, c'est sûr. Or, l'homme a besoin des deux. Oui. Il a besoin de faire le bien lorsqu'il sent qu'il est appuyé par quelqu'un de très puissant et qui pourra le protéger du mal. Donc, voilà, c'est... Et comme moi, je travaille en fantasy, et la fantasy a un schéma manichéen, donc il faut toujours qu'on arrive à ce combat du bien contre le mal. C'est pour ça que dans mon écriture, j'ai réintégré des dragons. Alors, Daisy de Palmas-Jose est également écrivaine, autrice. Alors, j'ai montré, c'est pas le premier, ça, hein, ça. Non, c'est pas le premier. Sorcière, je suis. C'est celui qui est sorti cette année. Ouais. Et normalement, le tome 2, si mon éditrice me suit, doit sortir là d'ici 2 mois. Parce que c'est fait. Alors, il y a ce livre-là, il y a Pacte avec la déesse. Oui. Également. Devant vous, vous avez... 2 autres livres. 2 autres livres. Alors, Cueilleur de nuages, c'est le premier que j'ai publié. Alors, tu peux montrer à la caméra. Voilà. Voilà, Cueilleur de nuages, qui contient normalement, qui contient 3 livres. Et ça, la suite, qui contient 2 livres. Donc, les 5 livres de Cueilleur de nuages. D'accord. Alors, si on regarde au niveau des peintures... Alors, quel est le tableau alors, qui correspond à ça? Le tableau, quelque part... Alors, est-ce que c'est ça? Les jeunes dans un... Voilà. Donc,
lorsque l'on regarde ce tableau, vous voyez des enfants assis dans une barque. Oui. Moi, je dis non. Ce sont des cueilleurs de nuages qui sont dans une candouée. Et lorsqu'on les voit comme ça, ils sont au pied du mont Vayen. Le mont Vayen, c'est celui-ci. Alors, on va montrer le mont. Ça se trouve où, cette montagne? Le mont de Vayen. Alors, le mont de Vayen. Voilà. Ouais. Donc, les enfants vont faire des cueillettes de perles de nuages au pied du mont Vayen. Le mont Vayen contient il y a des arches de partout au pied de ce mont. Et ils passent avec leur candouée sous ces arches, sur les bassins suspendus, pour récupérer les perles de nuages. Les perles de nuages sont des oligo-éléments que seuls des enfants peuvent toucher. Les adultes ou les dredges ne peuvent pas parce que ça se transforme complètement en liquide et ils n'ont plus rien. Or, ces éléments sont très importants pour les personnes malades, pour les personnes âgées, pour combattre les carences alimentaires qui pourraient survenir sur Hesperia. Voilà. Et on est rentré directement dans mon monde sans commencer peut-être par le départ. Non, je trouvais la transition bonne parce que les livres étaient, pour moi, vraiment le meilleur support parce que on part d'une histoire et après on voit comment on matérialise cette histoire. Alors chez moi, c'est les deux en même temps. Je peins. En fait, je dirais que c'est presque ma peinture qui m'a révélé mon monde. Parce que je fais quelque chose, mais j'ai l'impression que c'est pas moi, c'est le pinceau, ça sort tout seul. Et tout le temps que quelque chose n'est pas arrivé sur la toile, ça ne va pas. Je peux revenir dessus 10 ans après, et je rajoute un détail qui manquait. Et je dis, voilà ce qui manquait. C'est ça, c'est ce personnage, ou bien ce carré à tel endroit. Et c'est comme ça que j'ai retouché des tableaux 20 ans après. Et ce tableau correspond à une scène, à quelque chose dans le cycle que j'appelle le cycle Hesperia. Alors, Hesperia, c'est ma planète. Hesperia, voilà. Ici. Donc, ici, c'est le planisphère que j'ai fait de la constellation de la Harpe. La constellation contient 12 planètes. Et Hesperia, c'est la 9e. La petite que l'on trouve ici dans sa boule de coton, elle est protégée dans cette boule de coton, c'est Hesperia, avec ses deux lunes, Callia et Xenia. Donc ça, c'est la constellation de la Harpe. Et je voyage dans cette constellation de la Harpe pour écrire mes histoires. Donc à chaque fois que j'y suis, je prends des notes, je prends des détails, je mène mon carnet de croquis, je dessine, je ramasse quelque chose, je ramasse une pierre, j'amène. Et ça, tout ça, je vais intégrer dans une exposition, je vais intégrer dans mes romans. Et cette constellation de la Harpe contient naturellement plusieurs planètes. Il n'y a pas que Hesperia, mais c'est Hesperia que j'ai choisi comme nom pour tout l'ensemble du cycle. Hesperia. Voilà. Alors, on va regarder les autres tableaux. On a déjà vu 2. Il en reste 4 à montrer. Alors on commence par lequel? Alors, je dirais Dame Giza, parce que l'on continue avec les cueilleurs de nuages. Les jeunes cueilleurs de nuages font en fait un rituel initiatique, parce que sur Hesperia, il n'y a pas d'eau. Donc, quand ils partent sur une candouée, pour la première fois, ils ont peur. Et il faut que ça éveille quelque chose en eux pour sortir un pouvoir s'ils en ont. S'ils n'ont pas de pouvoir, ben, ils vont pouvoir rentrer chez eux tranquillement, avec la peur au ventre. Mais par contre, s'ils arrivent à taire leur peur et leur crainte de l'eau et de passer sur ces bassins suspendus où ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe, où ils savent pas non plus qu'est-ce qu'ils vont trouver en face, là, ils vont développer un pouvoir. Et ça, c'est Dame Giza qui a eu cette idée. Parce que elle-même, elle a un pouvoir. Elle a le pouvoir de guérison. Elle a le pouvoir de lire les runes. Les runes, c'est très important aussi. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous sentez que là, il faut pas passer, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et elle va aller essayer de ressentir qu'est-ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est pas un enchantement? Est-ce que c'est pas un sortilège que quelqu'un a mis? Est-ce que c'est pas dangereux pour ces jeunes? Donc, elle a ce pouvoir-là. Donc, Dame Giza a initié ces jeunes de façon à pouvoir combattre le mal. Et la première chose qu'ils vont combattre, c'est les dredges. Alors, sur Hesperia,
Et on revient à Hesperia. Hesperia, c'est une petite planète qui a eu un choc géophysique, de sorte que son axe a été faussé. Elle ne tourne plus, son ellipse est complètement baroque. Donc elle ne tourne plus aujourd'hui comme elle le devrait. Ces deux lunes ne tournent plus autour d'elle, mais devant elle. Donc il y a une partie qui est toujours dans le fait noir. Et cette partie dans le fait noir, moi j'ai placé mes personnages sombres, mes dredges. Et les dredges, eh ben, c'est la première chose qui va détruire les perles de nuages, qui va causer des massacres, tuer des gens, parce que eux ils vont manger aussi, hein, ce sont des animaux. Et ces dredges, il faut apprendre à les combattre. Donc nos jeunes combattants cueilleurs de nuages vont avoir une arme qui sort. C'est pas une arme, une épée, un couteau. Non, c'est une arme avec de la lumière, parce qu'ils craignent la lumière. Comme ils sont habitués au monde noir, donc j'ai inventé des armes qui font de la lumière. La lumière les pétrifie lorsqu'ils sont petits, ou bien ça les brûle, ou bien ça les chasse. D'accord. Je vous trouve fantastique. Merci. Vraiment. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, parmi les 4 tableaux qui nous restent, qu'est-ce qui rapproche le plus de ce que vous venez de dire là? Ça, c'est Dame Giza quand elle était enfant, en train d'apprendre chez le Magou. Donc, elle apprend. On voit bien. Voilà. Ouais. Donc, quand elle était petite, on note quand elle est petite, elle est blonde, mais quand elle est grande, elle a des cheveux rouges. Mais ça, il faut lire l'histoire Pacte avec la déesse, parce que là-dedans, on explique pourquoi ses cheveux sont devenus rouges. En fait, elle fait un pacte avec la déesse, justement, et ça va être une contrepartie. Voilà, une marque de la déesse, comme quoi elle est venue chercher quelque chose, elle l'a obtenu, mais elle a donné aussi quelque chose en échange. Alors, cette Dame Giza, lorsqu'elle était pas encore née, quelqu'un l'a cherchée fortement. Et cette dame qui l'a cherchée, c'est celle qui se trouve dans Sorcière je suis, c'est Mjazé. Mjazé va avoir une mission avec les dragons, et cette mission est de trouver l'enfant roi. Mais elle ne sait pas c'est qui l'enfant roi, elle ne sait pas comment il s'est trouvé, bon. Elle va aller fouiller dans les Karunas sacrés. Les Karunas, c'est un livre, bon, je prie d'avoir un éditeur pour pouvoir me le sortir, j'en profite. Hein. Donc, les Karunas sacrés, elle va trouver dedans qu'il y a une histoire d'enfant roi qui se trouve sur Hesperia. Donc, elle va aller sur Hesperia et elle va faire un pacte en même temps avec les dragons, qu'elle va refaire naître un dragon pour l'enfant roi. Et cet dragon va naître de magie, évidemment, puisqu'elle a point. Donc, le vieux dragon séculaire, le vieux dragon noir qui s'appelle Shkiramba, va lui offrir une écaille. Cette écaille, elle va pouvoir aller sur Hesperia, mais c'est un voyage sans retour. Et lorsqu'elle arrive là-bas, elle va utiliser la poudre de l'écaille pour faire naître un dragon qui n'est pas noir, mais c'est un dragon. Ici. Ouais. Voilà. D'accord. Voilà, donc elle, sur Hesperia, elle a fait naître le dragon et elle va l'offrir à l'enfant quand il va naître et elle sera toute heureuse parce que c'est pas un enfant roi, c'est une enfant reine, la petite Giza. Donc la naissance du dragon, c'est dans le livre 2 qui va sortir là avant la fin de l'année. D'accord. Et là, on va continuer votre histoire magnifique. Bon, alors on va peut-être passer aux chevaliers de la cascade. Alors les chevaliers de la cascade. Toujours ici. Non, ici toujours. Voilà. Donc, voilà. Les chevaliers de la cascade, c'est un monde un petit peu à part sur Hesperia, parce que on dit que ce sont des immortels. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont vus, mais lorsqu'ils sont apparus, ça veut dire qu'il y avait un danger quelque part et que des gens étaient en train d'être massacrés. Or, ces gens-là, les chevaliers de la cascade, ils passent, comme leur nom l'indique, hein, ils passent par la cascade et ils arrivent sur une planète pour sauver quelqu'un. Et là, en particulier, ils ont sauvé un groupe de moines et de moniales qui étaient sur Hesperia en train de recevoir des révélations divines. Donc, ils écrivaient leurs révélations divines.
Et les dredges sont arrivés en masse, ils ont attaqué la planète. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'on explique que Hesperia a été complètement faussé sur son axe, mais ça c'est la réponse mythologique et non pas réelle. Et ces moines, ils ont été pour la plupart massacrés. Donc ceux qui ont récupéré leurs parchemins, leurs manuscrits, en fait tout ce qu'ils avaient, ils ont mis dans leur cape, ils sont partis en courant. Et les chevaliers de la cascade ont pu les sauver et les ont déposés sur Kion, une autre planète. Lorsqu'ils sont arrivés sur Kion, ces moines ont dit: on a perdu beaucoup de nos camarades, on a perdu beaucoup de parchemins, beaucoup d'écrits. Les dieux en ont voulu comme ça. Donc on va faire avec ce qu'on a. On se remet ensemble, on regarde ce qui nous reste. Les parchemins que l'on peut reconstituer, on va le faire. Ce qu'on ne peut pas, on laisse comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé la nouvelle religion. Et donc sur Hesperia et dans toute la galaxie, la religion la plus répandue, c'est le parthaïsme qu'ils ont fondé eux. Donc le Partha, 5 dieux du Partha. Il nous reste un tableau. Oui, alors pourquoi lorsque je parle d'Hesperia, inutile de dire que toujours on me dit comment on y va. Alors, soit on m'écoute et on rêve et on s'arrête là. C'est ce que beaucoup de gens font. Et je dois dire que j'ai beaucoup de fans aujourd'hui. À chaque exposition, j'ai des fans. Et franchement, je vous remercie beaucoup pour votre soutien parce que j'ai des petits mots sur mes pages Facebook et Instagram qui me montrent qu'ils sont vraiment, qu'ils me suivent, qu'ils prennent les livres, qu'ils suivent les expositions et ils écoutent ce que je fais. Et je trouve que j'en fais pas assez. Il faut que j'écris encore pour vous. Il faut que je sorte encore plein de choses dans ma tête, que faire un film, ce serait pas mal aussi. Donc, il y a un moyen pour aller sur Hesperia, c'est de prendre une voilure. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une voilure? C'est un vaisseau spatial, donc ça va dans l'espace, et ça a des voiles. Alors j'ai inventé ce système avec comme un anneau qui permet d'entrer dans l'espace. Ici c'est la grande baie panoramique qui permet de voir l'extérieur, et le système de voile qui peut s'enrouler et se déployer en vol. Ah, bien sûr, il y a toutes sortes de voiles, des voiles de stationnement, ça c'est l'hypervoile, la double hypervoile quand on est en vol, et qui permet de faire des économies. Parce que les doubles hypervoiles sont enduites de cristaux à facettes, du carbone, autrement dit des petits morceaux de diamant. Donc ils récupèrent la lumière astrale dans l'espace et ça recharge les batteries et la voilure peut continuer. Et en plus, ils sont aussi sur un système de route spatiale numérotée par Voie lactée à chaque fois, c'est la VL. Donc Voie lactée est numérotée par rapport à Altan, qui est la planète capitale, la planète de l'Union. Et par exemple, pour arriver vers Hesperia, c'est le numéro 34 de la Voie lactée. Donc, j'invente encore un système qui fait que lorsque la voilure va sur cette voie, bon là, on ne la voit pas représentée parce qu'elle est proche du sol, donc la vitesse est démultipliée. Donc, la voilure arrive, elle est aimantée en dessous et elle glisse jusqu'à la planète d'après. Et après, il faut sortir, bien sûr, pour rejoindre quoi la fée. Je trouve fantastique cette façon que vous avez de vivre les choses, de les raconter. Et il y a tellement longtemps que j'ai plus eu cette j'allais dire, cet étonnement. Cette âme d'enfant. Cette âme d'enfant, voilà. L'étonnement Merci. Pour une très belle, c'est vraiment une très belle histoire. Et depuis que je vous connais, vous avez cette. La question que j'allais vous poser, c'est que est-ce que vous vous êtes dit que en vous s'est révélé quelque chose de particulier ou c'est toujours été là? Ça fait près de 30 ans que je travaille sur Hesperia. Mais au départ, je m'asseyais par terre parce qu'il y avait quelque chose qui sortait. Et c'était un morceau de poème. Ces poèmes, d'ailleurs, qui sont devenus les textes sacrés, les karunas sacrés, que j'ai retravaillés sur une période de 15 ans. Et à chaque fois, je rajoutais quelque chose, je retravaillais parce que je veux que ce soit des vers, parce que la sonorité des vers, des alexandrins ou bien des octosyllabes réguliers,
Je trouve qu'il parle plus, il sonne, c'est comme une musique. C'est vrai que je suis pas très musique, mais j'ai besoin du rythme dans mes vers. Et là, je les écrivais. Ou alors, brusquement, je voyais un personnage. C'est comme une vision. Donc, je vois ce personnage qui fait quelque chose. Ce dragon, je l'ai vu naître mais à chaque fois, il me plaisait pas. J'ai gratté plusieurs fois pour faire ce tableau. Plusieurs fois, j'ai refait le dragon. Et là, je l'ai refait il y a quoi? Il y a 2 ans, ce dragon. Alors que le tableau lui-même, il date de 2010. Donc, il a... Voilà. Donc, voilà, des choses qui reviennent. Là, en ce moment, je suis plus avec les racines, les chevaux. Et par exemple, là, je reprends des tableaux et au lieu de mettre les traits de construction en dessous et de peindre par-dessus, je fais l'inverse, c'est-à-dire je laisse ressortir les traits de construction parce qu'ils sont épais et je repeins par-dessus pour montrer le travail que là-dedans, les racines partout et qu'on est tous liés. On est liés. Et puis regarde mon style de peinture aussi. Elle fait un petit carré partout avec le pinceau. Oui, travailler avec le... En fait, ça c'est ma grand-mère qui l'a pris à moi faire du... maille à l'endroit, maille à l'envers, maille à l'endroit, maille à l'envers. Et aujourd'hui, mon poignet continue fait ça tous les jours. J'allais dire quelque part, il y a tout un monde que Daisy de Palmas-Jauze a créé. Mm-hmm. Et si on arrive à mettre ça en images, en musique ou en jeu vidéo, vous avez tout un monde à vous, quoi. Oh oui. Alors, quelqu'un m'a approché pour faire un jeu vidéo, sauf qu'il n'a pas beaucoup de temps. Et je dirais, ici à La Réunion, le gros problème, le moyen. Mmh. Parce qu'après, quand on aura mis beaucoup d'argent pour faire un jeu vidéo, il faut trouver aussi... la commercialisation. Exactement. Et ça, c'est un peu bouché, il y a point. Mmh. Alors, j'attends. Pareil pour les livres. Je veux bien sortir ces Karuna sacrées, qui est la Bible même d'Hesperia. Mmh. C'est ma base, puisque j'ai commencé par là, moi, quand j'ai écrit sur Hesperia. Donc, c'est la base. Mais on va me dire, je vais refaire une autre Bible, ou bien... Non, c'est comprendre Hesperia. La preuve, c'est que j'ai fait un petit livret explicatif qui va avec cette Bible. Aujourd'hui, je rêve d'un coffret avec une couverture un peu cuir, des pierres dessus. Oui, quelque chose de beau. Mais il n'y a pas personne ici qui veut faire. Personne ne veut s'engager voilà. Financièrement. Moi, c'est il y a de quoi faire. Il y a vraiment quoi faire. On a déjà dépassé le temps qui nous était imparti. Daisy de Palmas-Jauze. Ce que je vous propose, c'est qu'on va en discuter. On va voir à quel moment vous pouvez revenir avec vos tableaux, avec tout ce que... à la rigueur, comme si on faisait épisode par épisode. On raconte l'histoire des tableaux, l'histoire du livre, et puis cet itinéraire que vous avez suivi. D'accord ? Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Non, c'est vraiment un plaisir. Et j'allais dire, pendant ces 20 minutes, j'ai pu retrouver mon âme d'enfant, comme vous l'avez dit. Et merci à vous. Ah là là, ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec Zot. Merci beaucoup à Télécréole. Merci Daisy de Palmas-Jauze pour ce moment. C'est vraiment un moment fantastique. Et bravo surtout de croire en ça, parce que de croire dans ce que vous faites, c'est fantastique. Vraiment bravo à vous. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.